Bienvenue dans la saison 2 du raisin et des papilles. Cette saison sera plus que jamais marquée sous le signe de l'audace. Nous allons vous présenter de nouveaux vignerons, déguster de nouveaux vins, mais aussi rencontrer des brasseurs, cuisiniers et autres artisans du goût. Mettre en avant ces producteurs qui font battre le cœur de l'Alsace, ça démarre juste après ça. Monsieur. Dites-moi, avec un radis, qu'est-ce que vous me conseillez? Ah, monsieur pourrait prendre un petit muscadet. C'est sec ou c'est doux? Plutôt sec. Je préférerais plutôt doux. Alors, un sauterne. C'est doux? Ah, c'est très doux. C'est pas trop doux? Ah, si, c'est doux. Voulez-vous un demi-sec? Non? Je préférais un demi-doux. Moi, c'est Mika. Moi, c'est Adrien. Bienvenue dans cet épisode de Raisin et des papilles. Bienvenue pour l'épisode numéro 10. Magnifique. Tu avais dit dans un précédent épisode que, en général, on n'arrivait pas au-delà du 5e podcast. Donc là, on a doublé. On est C'est ça. Alors la première fois que je l'ai vu, je ne l'aurais jamais pris pour un vigneron parce qu'il a une tête de brasseur, un côté un peu hipster, mais toujours souriant, et je pense que je suis pas le seul qui doit croire que t'es brasseur. Ah, on me prend souvent pour plein de métiers, brasseur en partie, souvent, mais vigneron, je trouve que ça colle pas mal. Enfin, on me l'a souvent dit que ça me colle bien. Mais... Du coup, nous sommes avec Jean Dreyfus du domaine Fischbach qui se trouve à Trenheim. Alors Trenheim, par rapport à Strasbourg, c'est 20-25 km à l'ouest. Ouais, c'est un peu 25 km à l'est de Strasbourg. Tu fais partie des vignobles de Strasbourg également? Voilà, vignoble de Strasbourg. Puisque la couronne d'or ne s'est plus à l'ouest. À l'ouest. À l'ouest de Strasbourg. Du coup, je vais même pas saluer Adrien. Salut Mickaël. Je ne sais pas si je t'ai salué ou pas. Il a pas dit bonjour. Faudrait qu'on arrête de faire 2 épisodes en même temps parce que ça. Du coup, on avait envie de. Toi, t'es vraiment le vigneron qu'on devait rencontrer à maintes et maintes reprises, et puis à chaque fois, il y avait autre chose. Puis est arrivé patatara Covid-19, et puis on a été confinés. Du coup, c'était pas possible de le faire. On aurait pu, mais on n'avait pas envie de. Voilà, on respectait le confinement, c'était très bien, et donc ça t'a permis, je pense, de travailler dans tes vignes. Clairement. Comment tu l'as vécu ton confinement? Le confinement, je t'avoue que les 2 premières semaines ont été assez bizarres, puisque il y avait quand même une ambiance un peu morose, un peu une psychose générale. Mais en fait, en étant dans les vignes, vu qu'il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire, je débranchais totalement. Et c'est quand je revenais dans le village que je me rendais compte à nouveau que c'est vrai qu'on était en période de confinement. Donc je pense qu'en tant qu'agriculteur, viticulteur, on reste privilégié de pouvoir sortir pendant ces périodes-là. Et oui, au soleil, dans les vignes, seul, avec moi-même, c'était vraiment bien. T'aimes bien ces moments juste toi et la nature et... Ah oui, clairement. Pas moi bouddhiste. Peut-être pas forcément bouddhiste, mais je suis quelqu'un qui part assez vite dans ses pensées. Donc quand je suis aux vignes, étant donné que c'est, on va dire, une répétition de travail, c'est en grosso modo une dizaine de travaux à l'année qui sont assez répétitifs. On a le temps de penser, on a le temps de s'évader et du coup de penser à plein de choses. Tu es du genre à mettre des podcasts, de la musique, ou au contraire laisser les pensées? Alors pendant longtemps c'était uniquement de la musique, et maintenant c'est quasiment plus que des podcasts ou des reportages ou autres. Et puis je me laisse vraiment prendre dans le truc. Et souvent le travail est d'ailleurs mieux fait quand je suis dans ces moments-là, concentré sur mes oreilles que si je me concentre vraiment sur mes mains et sur ce que je suis en train de faire. Quel type de podcast t'écoutes? C'est un peu de tout, ça va autant des podcasts historiques que sur le vin, que des nouvelles ou même la radio, sur des podcasts d'émissions de radio, de choses. Ça permet de saluer aussi nos amis winecasters. Toi Théo, t'écoutes des podcasts? J'écoute beaucoup de musique. Dans les vignes, il y a beaucoup de musique. Bon, après, il y a un piano des derrière, trucs quoi. éventuellement plutôt planants, ou alors très très durs.
Moi, ça peut aller de techno extrême, très très basique, sur une tâche répétitive, comme ça te permet de planer. Ouais, à des chansons à texte, ouais. J'ai très peu de limites. Du coup, pour te connaître un petit peu mieux, je sais que tu as une histoire assez différente des autres. En tout cas, c'est comme ça que je la ressens moi. Maintenant, parce que bon, après pour notre historique, la première fois où j'ai entendu parler de toi, je te connaissais pas avant, c'était au marché de Noël. Il me semble que c'était au marché off. Oui. Yann avait organisé la rencontre avec les 5 vignerons. D'ailleurs, tous les 5 seront dans le podcast. Et d'ailleurs, vous enchaînez, je crois quasiment. Ouais. Oui, si, vous enchaînez quasiment. Où moi j'ai rencontré de nouvelles personnes, puisque d'abord, pour moi il y avait beaucoup Florian, toi, Walksheim, etc. Bon, toi je te connaissais déjà. Et j'étais assez surpris. Puis Adrien, il me semble que tu as fait une vidéo. Tu as fait une box avec... Tout à fait, avec les 2 personnes présentes autour de cette table, avec le domaine Disney, avec ton père, donc Bruno, et avec Jean. Il n'y a pas si longtemps que ça, finalement, si on enlève les 2 mois de confinement, c'était une récente... C'était en décembre, Et pourtant, on a l'impression que ça fait loin. Ça, du coup, voilà. Et tu m'avais raconté un petit peu, mais je n'ai pas voulu en développer plus parce que justement, avec le podcast, c'est ce qui permet. Donc, voilà, parle-moi un peu de toi, de tes influences. C'est ça qui est important aussi. Moi, je suis fils de vigneronne. Donc, c'était ma maman, ma grand-mère et ma tante qui tenaient un domaine sur le village de Trenheim. Domaine qui existait d'aussi loin qu'on peut remonter dans 1584, qui n'était pas forcément domaine Fischbar, mais qui est passé par plusieurs noms. En 2012, il a été question que je reprenne le domaine, du coup, classiquement, avec ma maman, ma tante. Puis finalement, on n'était pas forcément toujours d'accord sur l'avenir du domaine. Ma maman est du coup malheureusement décédée, ce qui a un peu précipité les choses. Ma tante a gardé le domaine. Moi, je suis parti du coup à l'étranger pendant quelques années, notamment en Australie, où j'ai commencé à travailler sur un domaine, puis un autre, et c'est là que j'ai commencé à découvrir vraiment et à m'intéresser plus au vin naturel, aux méthodes un peu plus écologiques, un peu plus chose qui me correspondait carrément mieux. Je suis revenu en 2016. Dans l'idée de remonter le domaine puisqu'il avait fermé entre-temps. Tout avait été mis en vente. J'ai tout repris en location. J'ai remonté un domaine en gardant le nom, mais j'ai vraiment tout modifié, j'ai tout passé. Donc c'était un domaine en culture traditionnelle. Conventionnelle. Mm-hmm. J'aime pas trop ce mot de conventionnel, mais bon. Mais oui, conventionnel, et puis finalement, passer le cap du bio, et depuis mars, donc je suis officiellement labellisé. Labellisé bio. Même si le label en soi est pas forcément quelque chose, gage. Mais c'est déjà un peu une reconnaissance, un truc, une avancée. J'ai vraiment fait remonter le domaine plus à mon image. Pourquoi tu as choisi justement de garder ce nom de Fischbar alors que tu dis que c'est à ton image, qu'il y a un historique qui est peut-être... Alors, il y a justement le poids un peu de l'histoire du truc. Il y a en parallèle, ça c'est quelque chose de peut-être un peu plus perso, mais c'est ma grand-mère qui a toujours été derrière moi, qui m'a jamais vraiment lâché. Elle a tenu les rênes du domaine seule pendant longtemps, et c'était quelque part un remerciement, un clin d'œil. Et puis, pour être tout à fait franc, je pense, planché plus d'1 an sur un nom sur une possibilité de nom. Je suis passé par, toutes les idées possibles et imaginables. Et finalement, c'est ça qui me revenait à chaque fois. Donc, finalement, c'est tombé de sens de garder le domaine Fischbar. T'as 2-3 noms un peu décalés là que t'as en tête que tu as hésité? En fait, moi, mon nom de famille c'est Dreyfus, donc en alsacien ou en allemand c'est Dreyfus, donc le domaine des 3 pieds, on n'était pas loin, on était vraiment pas loin de l'appeler domaine des 3 pieds, domaine des 3 petons. Et c'est pas encore plié tout à fait cette idée, parce que je sais pas, j'ai encore
j'ai encore des idées avec ce nom, donc il n'est pas exclu que ça change de nom, que ça change ou que je sais pas, ou de créer quelque chose avec ces 3 pieds. Ça fera un nouveau podcast. Un négoce, c'est stable. Voilà. C'est clairement stable, super stable. Et donc l'aventure a commencé en 2017 et voilà, ça fait 3 ans. Ça fait, on va dire, 2 ans que maintenant je suis un peu plus à l'extérieur, que je suis sorti de mes vignes, que je commence à commercialiser, à chercher des débouchés, etc. Donc le marché de Noël off, c'était donc mon premier marché de Noël. Et quand tu as fait goûter tes premiers vins, du coup, comment ça s'est passé? C'était compliqué? Tu avais un peu, on parlait tout à l'heure de la psychanalyse. Est-ce que tu t'excusais presque de faire goûter? Au départ, non. Je pense que j'étais un peu plus, je sortais un peu de l'ordinaire. Je remontais quelque chose qui était plus d'actu. J'avais peut-être aussi, je sais pas, plus de niaque, j'en sais rien. Mais au départ, j'ai vraiment fait ce que je voulais faire et ce qui me plaisait. Et ensuite, à la dégustation et les premiers vins qui sont sortis, ça a quand même dans la globalité plu, donc ça m'a rassuré. Et puis voilà, j'ai continué dans cette voie. Aujourd'hui, je suis plus rassuré que d'être sur le côté à attaquer ou à être plus incisif, ou je sais pas comment qualifier ça. Non, parce que je me dis que ça doit pas forcément être évident quand tu reprends un domaine de te dire, mince, est-ce que je vais réussir à transmettre dans mes vins ce que je fais à la vigne? Est-ce que c'était plus ça? Si du coup la première fois que tu les présentes, si tu recherches le fait de te rassurer, si tu recherches quelque chose, je pense qu'on cherche toujours. Il y a le côté fier, clairement, d'avoir repris un domaine multiséculaire, etc. Et puis de finalement faire perdurer la tradition dans les murs, mais tout en y amenant sa touche. Et clairement, je pense que ceux qui ont goûté ce qui se faisait avant, et 5 ans après, les nouvelles cuvées, il y a clairement un changement. Parce que tu as démarré tout de suite, on a entendu parler de toi assez rapidement, j'ai l'impression qu'il y a eu des retours assez positifs parmi les professionnels. Ça fait 2 ans que tu es sorti un peu de tes vignes. Tu as fait un premier marché off, et puis tu étais aussi sur le marché du côté du Palais des Rouen, il me semble. Tu as été au Palais des Rouen, tu as été la place du vieux tripier ou du tripier, sur la place des tripiers aussi. Le tripier, c'est bien pour un tripier. Je suis quand même issu d'une famille viticole, donc j'ai fait mes études dans assez classique, à Rouffach, puis à Beaune, et plus une formation de cadre agricole, mais des choses qui restent relativement classiques, mais qui permettent de connaître le milieu agricole et le milieu viticole, donc finalement un peu aussi les débouchés, les collègues, les confrères, les partenaires et autres. Donc c'est vrai que le retour a été clairement plus simple, je pense, que pour quelqu'un qui démarre de zéro, qui n'est pas du métier, qui n'est pas de la famille viticole. Ça a été effectivement peut-être facilité. Et du coup, ton premier, on parle du marché de Noël parce que c'est comme une institution à Strasbourg en Alsace, bien qu'il y a débat sur le marché de Noël, mais il y a beaucoup de choses à dire. Mais c'était quoi, maintenant là, ça fait quelques mois, le bilan, si tu devais faire un bilan, c'était plutôt positif? Alors, le marché de Noël, tiens, c'est une bonne question. Le retour en termes financiers, il est pas bon, ça c'est sûr. D'accord. En termes d'investissement, c'est pas forcément ultra rentable, mais je pense que c'est vraiment avec les années, c'est aussi le temps de se faire connaître. C'est pareil, on est souvent à côté de maisons qui font le marché de Noël depuis une 30aine d'années. Et encore, le but, je suis même pas sûr qu'au fond de moi, le but ce soit vraiment commercial. C'est plus vraiment de me faire connaître. Peut-être faire découvrir aussi des vins un peu différents qui sont pas forcément représentés dans la couronne d'or, vu que c'est l'association par laquelle je passe pour Théo, il rumine là à côté. Pour tenir le stand. Voilà, je fais partie des vignerons de la couronne d'or. Après, c'est vrai que c'était aussi le marché de Noël un peu de la discorde, parce que oui. Alors, avec ce qui se passe aujourd'hui, c'est facile parce qu'on a l'impression que c'est la fin. C'était aussi après les attentats, machin. Il y a eu un paquet de choses. On célébrait 1 an d'attentats. Il y a eu les grèves. Il y a eu
tout un paquet de trucs, les météos qui n'étaient pas forcément Génial, favorables aux périodes où moi j'y étais. Donc, non, c'est vrai que c'était un bilan mitigé. Après, on lance un appel, puisque on a plusieurs vignerons qui sont sur le marché de Noël, dont Yann, qui est quand même le monsieur vin chaud avec sa confiture Mirabelle. Monsieur vin chaud off. Oui, voilà. Monsieur vin chaud off, il faut préciser. Voilà. Donc en espérant qu'avec avec ce qui s'est passé là, ils vont redécouvrir, faire un marché de Noël un peu plus durable. Et depuis, justement, est-ce que tu as eu des retours parce que en fait, t'as un genou quoi par rapport à l'ancienneté. Oui, genou. Je parle pas de toi, je parle du domaine. Mais le domaine aussi, oui, clairement. Mais des retours, oui, j'en ai eu des retours positifs et plusieurs qui me connaissaient pas, dont plusieurs professionnels qui sont passés ou qui avaient vaguement entendu parler ou causé et qui se sont arrêtés au stand et c'était plutôt positif comme retour. Des gens de passage qui découvraient et qui aujourd'hui sont des clients fidèles et qui pendant le confinement même ont passé commande, ça c'était plutôt sympa et de les revoir. Mais c'est quoi la touche Fishbar, Dreyfus, c'est quoi Ça c'est une bonne question parce que parler sur soi c'est toujours compliqué. C'est peut-être ma tête. J'en sais rien. Après sur t'as une gamme pour l'instant qui est très très large. Et je pense qu'en 2020 tu vas déjà recentrer. Je resserre la gamme clairement. J'exploite 4 hectares. J'avais 11 cuvées. D'accord. Donc ce qui est quand même beaucoup. Mais bon, après j'ai un parcellaire et un parcellaire assez morcelé avec plusieurs terroirs, avec tous les cépages, plus le chasselas, et donc ça fait c'est vrai que ça fait un bon nombre de cuvées. Derrière, c'est le temps aussi de trouver les assemblages, les terroirs qui vont bien, les proportions qui vont bien. Quel est ton regard à toi sur le vignoble actuel, sur le vignoble alsacien? Je parle du vignoble, je parle pas du consommateur. Il est partagé parce que je vois que c'est quand même un vignoble qui est dynamique et qui est vraiment qui se bouge beaucoup, en tout cas la nouvelle génération. Et je pense qu'on a vraiment quelque chose à faire ensemble. De l'autre côté, il y a une crise qui est en train de s'installer, qui est limite, qui est peut-être quand même un peu inquiétante pour l'Alsace en général. Chose qui est pas très marrante forcément pour n'importe quelle région que ce soit. Il y a trop de vin. Il y a trop de, il y a des caves qui sont encore pleines. J'ai de la chance, ça fait 2 ou 3 ans que j'ai démarré, donc je m'estime vraiment chanceux. Mais ça reste quand même une image générale de l'Alsace. Mais à côté de ça, il y a toute cette génération et un paquet de vignerons qui vraiment font les choses bien et qui poussent en avant, et on voit que ça bouge. Et tu penses que c'est interne à la génération, ce côté un peu plus proche de l'environnement, de vouloir en tout cas sortir des cases dans lesquelles on a voulu nous mettre, ou est-ce que c'est la demande qui est là et du coup le marché qui essaie de s'adapter? Je sais pas si ça a vraiment une cause avec l'environnement et le marché, mais clairement on est en train de prendre, il y a une génération un peu plus verte qui arrive. Et c'est tant mieux, on fait partie, donc je suis plutôt heureux. Mais est-ce que c'est une tendance générale? Je dirais que oui, mais il y a aussi peut-être... Parce que si on parle de tendance, là, il y a beaucoup de gens qui font des macérations maintenant, il y en a beaucoup qui font des pétillants naturels, des choses qui sont un peu à la mode et qu'on retrouve chez certains domaines un peu classiques, avec des nouvelles générations qui essayent de faire ça, mais pour peut-être soit répondre à une demande plus qu'en étant convaincu. Alors que toi, tu fais plutôt des cuvées en étant... toi, tu fais du nature parce que c'est ce qui te plaît et tu abandonnes le reste de la gamme. C'est justement, c'est un peu le truc que je voulais pas forcément trop évoquer parce que c'est... Non, mais clairement, je pense qu'il y a le côté où tout le monde s'y met, des grandes maisons et des choses, et puis... parce qu'ils sentent une tendance, un marché, ils voient ça plus comme une opportunité de vente qu'une conviction vraiment profonde. Ça, c'est sûr que c'est peut-être un peu plus... Faut pousser la question ou...
Non, je ne répondrai pas. D'accord. Monsieur ne répondrait. Oh, bah, Raison, on voit que ça. Rien leur dire. Mais justement, alors je te parlais de ton regard sur le vignoble. Maintenant, moi j'ai envie de parler du consommateur parce que on sait tous que, moi je travaille dans un magasin bio, donc forcément on voit que les gens ont de plus en plus et encore plus durant cette période-là où moi j'ai vu arriver des moules de gens. J'ai jamais vu ça de ma vie dans un magasin bio. J'ai jamais vu des queues pareilles où il y a vraiment quelque chose qui s'est passé. D'ailleurs, je sais que Paris a lancé, moi j'ai trouvé ça plutôt bien, un mouvement qui s'appelle la Vida locale, avec soutenir les petits commerçants. D'ailleurs, Théo le disait dans l'épisode précédent, on pense aussi à nos restaurateurs parce qu'on les aime, on aime bien manger, on est de toute façon on est des libres buveurs mais des libres mangeurs aussi. Et donc ça c'est plutôt pas mal. Mais justement, quel est ton regard toi sur l'évolution de ce consommateur qui finalement a évolué quand tu regardes, alors j'en parle souvent mais pour moi c'est une référence, il a évolué par rapport souvent à la bière et aujourd'hui, moi je suis souvent au Café des Sports où je vois des gamins pendant la Ligue des Champions boire des bières artisanales alors qu'avant ils s'enfilaient une Heineken ou autre. Quelle est ta vision toi, quel est ton regard sur cette évolution du consommateur? L'évolution du coup elle est positive. Je pense que il y a clairement, comme je disais avant, une tendance un peu verte, un peu retour aux sources, un peu aussi retour au local. Si le confinement, il a eu vraiment une chose positive, je pense que c'est ça aussi. Fait tourner tous les maraîchers locaux, les gens qui avaient une maison à la campagne et qui avaient aucune idée, qui avait un mec qui vendait des salades à 200 mètres de chez lui. C'est génial. Voilà, ne serait-ce que même si cette clientèle-là, il n'en reste que 20% ou 10%, ça sera toujours bénéfique. Mais t'en as bénéficié toi? T'as fait des actions justement? Alors, j'ai fait un peu, clairement, puisque les ventes sont totalement écroulées, surtout les 2-3 premières semaines, avant de réagir vraiment. C'est vrai que j'étais pas mal occupé aux vignes, étant donné que je suis seul sur le domaine, je suis un peu au four et au moulin. Donc une fois que la période dans les vignes s'était un peu calmée, c'est vrai que j'ai mis un peu plus d'énergie sur la promotion, la vente, commercial, à essayer de trouver voilà. Je suis allé faire des boîtes aux lettres à Strasbourg, mon papa m'a aidé, ma tante aussi, on a cherché, on a envoyé des SMS, on a fait un peu tourner et la famille, les proches voisins et autres. Donc oui, et puis ça a permis aussi de faire des découvertes et même pour les gens. Ta tante est toujours impliquée dans le domaine ou pas? Non, ma tante, du coup, on a séparé les domaines. D'accord. Elle continue de son côté. Okay. Moi, je fais... Et c'est quoi le regard qu'elle porte sur toi? Au début, elle était plutôt dubitative. C'est vrai qu'elle est restée très traditionnelle. Avec très alsacienne au fond. Alsacien, je trouve ça un peu... Réducteur, ouais, de l'alsacien. Mais oui, assez traditionnaliste, notamment sur les vins et sur sa manière de goûter. Et puis, c'est en lui faisant goûter, en lui passant quelques bouteilles, et voilà, clairement, elle apprécie de plus en plus. C'est vrai que c'est ta grande force, on en a déjà parlé, c'est que tu fais des vins nature, mais qui restent très, très droits et très accessible, je sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas que celui qui n'est pas habitué aux natures peut comprendre et apprécier, quoi. Donc c'est une bonne porte d'entrée. C'est ce qu'on me dit souvent, ouais. Mais c'est pas forcément le but. Après, c'est peut-être aussi moi, comment moi j'aime le vin, restant d'une formation assez classique, traditionnelle. C'est vrai que pour moi, certains défauts, certaines déviances que j'aime pas. Et donc effectivement, si je peux les éviter, je les évite. Et donc, est-ce que ça rejoint un goût plus classique? Je ne suis pas sûr, mais oui. Cette période justement de Covid-19, on en parlait avec Théo dans l'épisode 9, on sait que les gens ne partent pas en vacances. Quel est ton regard toi sur vont avoir du mal à partir ailleurs
que dans la région ou en France. Est-ce que tu es impliqué, toi, dans le tourisme? Est-ce que tu as l'intention de proposer des choses? Parce que ça permet aussi, toi, d'avoir une clientèle qui ne te connaît pas forcément. Et puis, comment est-ce qu'on peut faire évoluer cette histoire? Parce qu'on a une région qui est magnifique. Quel est ton regard sur le développement de notre tourisme? Alors, le no-tourisme, déjà, moi je suis seul sur le domaine. Donc, les vignes, la cave, la vente, la comptabilité, ça fait déjà un paquet. Le no-tourisme, c'est-à-dire accueillir du monde au caveau, faire de la vente, prendre 2 heures par client, etc. C'est compliqué, c'est beaucoup de temps. Du coup, je marche et je vends quand même majoritairement ou à l'export ou aux professionnels. J'ai un peu d'accueil à la maison, je suis plutôt ouvert les week-ends. Et donc, clairement, le no-tourisme, j'y pense. Mais je pense qu'aujourd'hui, j'ai pas la taille de structure ni le temps de le développer. Alors, j'essaie de communiquer via différents réseaux ou différents canaux, mais aujourd'hui, c'est clairement compliqué. D'accord. Mais c'est quelque chose que tu envisages dans le futur? Plus tard, je pense que oui, ouais. Clairement. Ok. Ouais. Tu as parlé tout à l'heure du confinement, effectivement, avec des gens qui vont dans la ferme à côté, la ferme Aubrecht Schwein, par exemple, à côté de chez moi, qui est prise d'assaut, qui a été prise d'assaut en tout cas, ça s'est vite calmé au bout d'une semaine. Il y a une volonté, j'ai l'impression, de la part des consommateurs, et une fierté de consommer local quand c'est alimentaire. Ouais. Alors que quand c'est dans le monde du vin, on n'a pas envie de consommer local. Est-ce que tu aurais un avis là-dessus? J'ai du mal à comprendre pourquoi c'est un état de fait, mais et comment faire pour changer un petit peu ça? Moi, je précise, c'est vrai que moi je travaille dans un magasin bio et j'ai eu la folie de voir qu'il y a des gens qui achetaient par carton plein une cuvée qui s'appelle la cuvée plaisir, qui est bio, hein. C'est un vin qui est bio, il y a le label bio, mais qui vient de je sais pas où, et qui coûte 2,35 €. C'est ça. C'est un peu, ça, honnêtement, j'aime bien ce que je fais, mais je suis pas du tout d'accord avec eux. Forcément, les mêmes valeurs. Après, là, l'argument, c'est l'argument du prix. Si c'était 2,35 € en Alsace, ils auraient acheté des cartons en Alsace aussi. Donc ça, c'est encore autre chose. Et ça rejoint aussi ce qu'on disait avec Théo. Est-ce qu'il y a 2,35 €? Ouais, 2,35 €. Le rouge, le rosé et le blanc. 2,35 €. T'enlèves la bouteille en verre et le bouchon, il reste. Voilà. Pas grand-chose pour le vigneron. Ça fait longtemps, ça fait longtemps que j'ai pas bu un vin. Si t'as un Corbière ou un Côtes-du-Rhône à 10 € et si t'as un vin d'Alsace à 10 €, les gens vont plus facilement aller sur un Corbière. Exactement. Alors que s'ils ont un jambon, un saucisson qui vient d'à côté, un saucisson qui vient du sud-ouest, ils vont prendre le saucisson alsacien. Donc pourquoi est-ce que sur le vin, il y a une volonté de découverte et de partir au-delà du local, et c'est pas le cas sur l'alimentaire? Ça, c'est un gros point d'interrogation, chose que je comprends pas, puisque moi-même j'ai du mal à aller acheter dans d'autres régions, ou même si c'est pas un ami, si c'est pas ou si c'est pas quelqu'un que je connais. Aussi des fois pour la découverte, mais ça sera vraiment ponctuel. Est-ce que l'image de l'Alsace reste engluée dans une mauvaise histoire, dans un mauvais truc? Est-ce que les Alsaciens ne font pas confiance aux vignerons à côté de chez eux? Je sais pas. Pour moi, ça reste encore un mystère. Est-ce on communique mal? Est-ce qu'on est trop disparate dans les vins? Est-ce qu'on n'est pas... c'est vrai qu'il y a une diversité énorme, c'est assez compliqué. Si on n'est pas de la région, ça peut très vite devenir compliqué entre les terroirs, les crus, les cépages. Mais pourtant, à l'extérieur, on remarque moins, en dehors de l'Alsace, de la mauvaise image de l'Alsace qu'à l'intérieur de l'Alsace. Et c'est ça qui, moi, me perturbe, je comprends pas. Mais est-ce que ça rejoint un peu la question qui tue, hein, la question que je pose à chaque vigneron? Est-ce que pour toi, le vin d'Alsace est ringard? Non, du tout. Cette nouvelle génération, ce nouveau truc, il y a tellement de choses qui se font.
y a tellement de diversité. Non, clairement pas. J'ai ouvert des bouteilles sur Paris, justement. Tu parlais du wine therapy et d'autres endroits. L'Alsace, déjà, ils sont contents de goûter. Et puis, quand ils goûtent, ils trouvent ça très bon. Enfin, il y a peut-être moins d'a priori en dehors de l'Alsace sur les gens qui ne connaissent pas forcément ces vins que en interne, où on pense que le Pinot Gris, c'est gras, que le Gewürztraminer, c'est sucré, que le Riesling, ça goûte la même chose. Justement, j'étais à Paris, alors toi aussi, et j'ai un peu voyagé. Je suis allé dans 2 endroits, donc Wine Therapy que tu as connu aussi. Donc j'aime beaucoup la démarche. D'ailleurs, c'est un podcasteur aussi. Donc c'est assez simple. Il a un vin d'Alsace, un seul vin d'Alsace. En vrac, il en a un qu'on va de loin. Mais qui est très bien, mais le reste j'ai pas vu grand chose. Ah si, j'ai mangé chez Yves Candebord, alors il a créé des petits bars où il est très vin nature, très vin bio, lui il l'a mis en avant, mais le reste j'ai l'impression que quand je regardais les cartes c'était des trucs que nous on boit pas. Je vais pas citer de nom parce que j'ai encore me faire des ennemis, mais je trouve que le vin d'Alsace n'est pas représentant, et j'ai l'impression qu'il faudrait, j'en sais rien, créer. Sauf dans les caves à vin nature, justement, il y a une demande là-dessus, et il y a une demande de fraîcheur déjà. J'ai l'impression que les vins du Nord marchent un peu mieux, les vins de la Loire et les vins d'Alsace ont un peu plus de renommée. Sur Paris, oui. Donc, et c'est justement une manière, je pense, aussi de faire connaître les vins d'Alsace, cette manière de vinifier là, et pas imprimer des grandes 4x3 dans les aéroports et dans les gares. Oui. Après, c'est pas pour aller vers ça, hein. On va peut-être éviter aussi. Mais par contre, justement, j'étais à l'avant-comptoir de la Terre chez donc Yves Candebord, et j'ai bu un vin. Alors, je sais que tu t'entends bien avec lui. Je crois même que vous avez travaillé ensemble sur des raisins qui s'appelle Monsieur Alexandre Bain, que je considère comme alors moi c'est un peu grâce à lui ou par lui que je suis rentré dans les vins nature, parce que voilà, c'est quand même quelqu'un qui aujourd'hui a une renommée. Et puis je suis tombé sur une émission sur France 2, je crois, il y a quelques années. On lui crêpait un peu le chignon. Ça me fait souvent penser à vos histoires avec les instances des vins d'Alsace, etc. J'ai l'impression que c'est assez proche. Mais alors, quelle est ta relation avec lui? Comment vous travaillez ensemble? C'est assez intéressant, parce que finalement, lui, il est dans la Loire. Toi, tu es en Alsace. Mais... C'est particulièrement intéressant. Alexandre, c'est un peu un concours de circonstances. Plutôt sympa le concours de circonstances. Non, alors c'était pour le coup, pour lui, c'était pas très marrant, puisque c'était une année où il s'était fait geler à 90%. Il n'avait pas de raisins, il était désespéré, il cherchait des raisins un peu partout. Moi, je venais de démarrer. J'avais des amis en commun et ils nous ont mis en relation. Il est passé à la maison. Je lui ai vendu quelques raisins. Moi, pour démarrer, ça m'a aussi beaucoup aidé, puisque finalement, c'est en général une année de trésorerie à avancer quand on démarre. Clairement, c'était pas énorme en soi, la quantité de raisins et de jus qu'il a pris, mais il en a fait des cuvées top. Et puis derrière, on a reconduit le contrat, et voilà, et depuis on se croise de temps en temps, mais oui, ça reste tu connais un très beau. T'as déjà vu du Alexandre Bain? Le numéro 67, entre autres, et son numéro 68 aussi, je sais pas d'où viennent les raisins. Moi, j'ai très bien fait. J'ai goûté justement chez Yves Candebord en Magnum. Il m'a fait goûter quelques trucs, et c'est là où j'ai d'accord, ok. Mais ouais, c'était très intéressant. Et l'un de mes rêves, j'en ai déjà pas d'ailleurs parlé avec Maxime chez Vinoteca. J'aimerais bien qu'on fasse un épisode avec lui, parce que je pense qu'il a des choses à dire. J'ai dit quoi, Maxime? Oui, non, François. Oui, entre Maxime et François, on a du mal à se retrouver. En tout cas, c'est assez intéressant. Mais comment tu vois ton évolution, toi, dans les prochaines années? Mon évolution, j'ai l'impression que tu as envie d'essayer des trucs. Ah oui, clairement. Comme dit, je démarre, donc
Je suis en train d'essayer plein de choses, surtout aux vignes pour l'instant. Comme Théo, j'ai le tressage là que je vais faire sur plusieurs parcelles pour voir vraiment. Je suis en train de vraiment essayer de changer mes manières de traiter, de cultiver. Cette année, par exemple, j'utilise beaucoup plus de plantes en macération, décoction, purin, truc. À la vigne, limiter le nombre de passages tracteurs. Ça, c'est clairement un objectif à court terme même. Donc ça passe par un peu plus de boulot à la main. Mais après, voir sur le long terme, il faut déjà, on va dire, que je me développe moi-même, que je trouve, enfin que je me trouve, on va dire. Même si je sais grosso modo où je veux aller, mais reste les manières et les voies que je vais prendre, voilà, c'est... Appréhender les terroirs, les équilibres et tout ça. Voilà, les terroirs, je commence enfin, on ne maîtrisera jamais nos terroirs, ou il faudra toujours enfin, ils sont ce qu'ils sont, et puis on fait avec, et tant mieux. Mais oui, vinifier peut-être d'une manière un peu différente, peut-être récolter des maturités différentes pour voir vraiment ce que ça donne. Et ouais, c'est le temps d'appréhender vraiment son sol et son terroir. Les assemblages aussi, non? Les assemblages, oui. Comme je suis dans l'optique de réduire la gamme, de faire peut-être disparaître le cépage sur certains vins, de vraiment jouer la carte plus terroir et moins le côté cépage. Mais tout ça, c'est pareil, c'est des idées à creuser, il faut voir, il faut essayer, il faut jauger. Voilà, c'est peut-être ça l'avenir en fait, chez moi. Du coup, place à la dégustation. Du coup, premier vin à déguster, on l'a carafé. On va raconter à nos auditeurs, hein, parce qu'il faut on l'a carafé. Alors en blanc, ce carafe. Alors c'est un vin qui reste relativement jeune, qui a été mis en bouteille il y a un peu plus de 6 mois. Et là, donc il est relativement fermé encore. Et vraiment pour l'ouvrir, le fait de le carafer, ça va vraiment l'ouvrir. Et puis il y a quand même pas mal de gaz carbonique qui sont des restes de la fermentation. Ouais. Puisqu'il a été mis en bouteille sans filtration. Est-ce que tu conseilles aux gens de carafer leur blanc, par exemple? Ça peut être tout dépend lesquels, mais pour moi, un carafage, ça fait jamais de mal à aucun vin. On conseille dégustation. Sauf sur les très vieux vins où ça peut peut-être les pousser un peu sur... Et encore. Du coup, ce vin, Jean. Et du coup, c'est un... On vient de dire le pour aller bien. Pour aller sur l'étiquette, donc c'est cuvée ethnique, c'est un 100% Auxerrois de 2018. Et donc là, on est sur les terroirs argilo-calcaires du bas de Coteaux. Donc plutôt avec une majorité d'argile, donc plutôt froid, et ce qui où clairement on va rester plus sur le fruit, et c'est vinifié de manière à rester justement sur ce côté un peu plus sur le fruit, plus gourmand que quelque chose de plus terroir pointu, voilà, quelque chose de plus simple et abordable. Et tu bois ça avec quoi? Avec qui? Des choses simples, avec qui, avec les copains. À quel moment? Une belle planchette de charcuterie, quelques fromages, des choses simples. Un tête-à-tête en amoureux. Tête-à-tête en amoureux. Si vous voulez partir sur la gastronomie alsacienne, vous pourrez l'accorder avec beaucoup de choses, je pense. Et c'est un peu un... Prescope. Voilà, Prescope. Un bon Prescope. Même la choucroute, franchement, c'est... La choucroute, ouais, ça surprendrait pas, enfin, ce serait pas choquant. C'est non, ouais, même les poissons, les trucs, c'est un peu, enfin, je dirais un passe-partout, c'est un peu vulgaire, mais c'est un peu ça. Avec la charcuterie, moi je trouve ça hyper sympa. J'aime bien justement ce côté
On se fait plaisir, c'est pas simpliste, c'est bien, c'est ce qu'on recherche. Quoi. Toi, tu l'as proposé avec la charcuterie, ça. Bon, après, avec un petit brebis, même des fromages. Je sais pas comment tu as prévu ton truc, mais moi j'ai ramené du fromage de chèvre frais, qui marchait très très bien. Moi, je prévois rien, moi, tu sais. Moi, j'ai une trame après. C'est dans un des frigos de Théo, mais là, un chèvre frais. Hyper frais, là, de la chèvrerie des Embêchés, c'est top, c'est exactement ça, c'est cette trame un peu fraîche, verticale aussi qu'on retrouve dans ton vin. Là, après, je trouve qu'on parle beaucoup de salé, avec du sucré, ce serait pas mal aussi. Un plateau de fruits. Bon, c'est vrai qu'on met plus facilement en muscat, un chocolat noir très amer, mais sans sucre, éventuellement, et encore, je sais pas si... Ou peut-être quelqu'un d'expérience qui a fait le chocolat à base de lait de chèvre. Peut-être que ça serait peut-être quelque chose. Moi, je suis pas très chocolat, du coup, je cherche rarement les accords avec le chocolat, donc... Du coup, place au second vin, bien. Tu sais que le signe qu'un vin est bon, c'est la moustache. Donc quand elle frétille, c'est parfait. Et n'arrête d'en parler, elle frétille. Faudrait faire un truc animé, tu sais, pour ce serait drôle. Si la moustache monte, c'est bon. Si elle descend, c'est comme les jeunes sur Facebook, c'est la moustache. Du coup, voilà. L'image d'Astérix un peu quand il prend la potion magique. Il y a ce côté effectivement. On est sur un cépage qu'on n'a pas beaucoup goûté. Bon, on a quand même fait quelques épisodes, on est comme 10e. Mais c'est vrai j'ai pas en mémoire d'avoir enregistré. Alors tout à l'heure, je parlais du Pinot Blanc. J'ai pas plus de souvenirs d'avoir fait ce cépage-là. Bon, c'est un cépage qu'on en ressort malheureusement et on est en plein dans la période. On ne le ressort que pendant les asperges et après pendant 10 mois, il se passe plus rien. Non. Donc on est sur un cépage assez... Est-ce qu'on en parle beaucoup de celui-là? J'ai l'impression qu'il c'est un peu le petit oublié, justement à cause des asperges. On en parle beaucoup dans notre petit monde à nous, parce que sur des macérations, ça marche en général très très bien. Forcément, ce côté très aromatique au nez, qui souvent on se perd beaucoup en bouche, la macération lui permet de lui apporter une structure qu'il n'a pas forcément quand il est travaillé de façon classique. Les acidités basses, le côté précoce du cépage, c'est précoce, acidité basse plus aromatique, ça peut vite faire plat chiant. C'est comme je me disais aussi. Et je crois que c'est le même problème que le sylvaner, c'est-à-dire t'as le côté le tonnelle, cépage muscat au tonnelle qui est quand même un croisement sylvaner justement où on croise deux problèmes. Quand même en Alsace, on est fort pour les créer. Sylvaner et muscat, là où le muscat petit grain qui est appelé muscat Alsace en plus chez nous, muscat Alsace petit grain qui est plutôt une vision sudiste que tu vas retrouver chez Gobi en petit grain là sur des trucs hyper épicés. Là on commence à travailler quelque chose de sévère. Techniquement, faut comprendre aussi que le muscat au tonnelle c'est plus facile à gérer en viti, d'accord Jean en vigne, le tonnelle est quand même beaucoup plus sensible à la coulure et on va dire à travailler. C'est pas assez qui faiblit vite aussi, contrairement au muscat d'Alsace. En vigne, c'est peut-être pas forcément le plus simple, mais c'est vrai qu'en cave après, c'est peut-être un peu plus, on va dire les aromatiques sont plus simples à extraire ou en tout cas on les tient mieux. Il y a moins de production aussi, c'est un cépage qui reste peu productif comparé au muscat d'Alsace. Moi personnellement, c'est pas vraiment un choix, c'est plus grosso modo ce que j'ai récupéré. Donc j'en fais quelque chose que j'aime bien. Et voilà. Encore une fois, plus à mon image. Et donc c'est une macération à 50%. Donc il y a 50% en pressurage direct et 50% en macération d'une dizaine de jours. Du coup, nous sommes sur un muscat qui, on est très floral comme souvent les muscats. Le nez, on retrouve vraiment le muscat qu'on attend. Clairement, là c'est le pétant du fruit, c'est le côté très muscat, c'est le raisin.
ça goûte bien, c'est... Le croquant, c'est le mot, je crois, sur le... C'est ça. Je crois que c'est le mot sur le muscat qu'il faut garder en termes d'expression de cépage. Dès qu'on va sur un terroir, on peut aller ailleurs, mais une expression de cépage en Alsace, c'est le croquant, c'est le crispy. Ouais, c'est... Vraiment, où tu prends la première gorgée et tu vas croquer le verre avec sur la deuxième, quoi. Si c'était pas du verre, quoi. C'est à peu près ça, quoi. C'est le croquant. Non, c'est très frais. Alors, oui, tu mets avec des asperges, mais moi je trouve que même avec peut-être certains desserts, ce serait pas non tout ce qui est plus... cuisson flash. Tout ce qui est cuisson flash de légumes où tu vas garder en fait un juteux, une eau salée avec un côté végétal plus une mâche qui pète au départ. Ça va mettre en avant et ça va laisser se mettre en avant ce côté simple du muscat en termes de texture et assez exubérant en termes de parfum, assez aérien où tu es dans la rétro-olfaction. C'est un vin qui est hyper utilitaire, à la fois au niveau aromatique très sud, très méditerranéen, très épicé, et en même temps un toucher de bouche très très nordique. Ça me paraît une belle liaison à l'alsacienne. C'est ça. Mais justement, tu parlais d'exportation tout à l'heure. Où est-ce quels sont les pays qui sont aujourd'hui, qui ont du fish bar, avec qui tu travailles? C'est quoi la clientèle aujourd'hui? Alors, c'est marrant, mais c'est grosso modo les mêmes pays que Théo. Okay. On se rejoint, je pense. Donc les pays nordiques, nord de l'Europe, et puis les pays asiatiques, Corée, Japon. Cuisine japonaise, je pense que ça peut être assez sympa. Mais clairement, et ça c'est un plébiscite au Japon. Clairement. Les sushis. Les sushis sont... Ou des vrais onigiri. Même ça correspond même pas tellement à un aliment en particulier, je crois. C'est plutôt des types de cuisson, des types de consommation de tel ou tel aliment. Quel que soit l'aliment, les cuissons plus saines, les cuissons plus flash, garder les vitamines, que ce soit sur un légume ou sur une viande, pareil, faire des cuissons pas trop profondes, garder la texture des protéines, de pouvoir profiter du coup d'un produit plus simple en termes de vin, en termes de texture de bouche, rester dans quelque chose d'aérien et pouvoir à la fois manger, boire du vin, et à la fin du repas, peut-être t'es toujours un être humain et t'es pas lourd, t'es prêt, tes trucs machin. Des choses pas très lourdes. C'est pareil, une cuisson ou une vinification, pour moi, ça peut avoir le même doigté. Je pense que c'est vraiment ce qui nous relie dans ces approches-là, ce côté où on essaye de rester très proche du produit, tout en touchant vers le vin, sans trop choquer non plus les gens. C'est un équilibre qu'on trouve chacun chez nous. C'est le vin, la cuisine, c'est pas pour rien que bien sûr. Que ça marche super bien ensemble, mais la gastronomie, le vin en fait partie. Je sais que j'avais une maman qui était très cuisinière et même si elle-même ne buvait pas de vin, elle cuisinait énormément au vin et finalement ça fait partie de l'ADN de la cuisine. Il y a peut-être des amers aussi qui sont peut-être mieux compris sur le continent asiatique que... Certainement aussi. Clairement. Je pense qu'ils sont... Clairement, les amertumes, le côté koku du vin, là, chez les Japonais, c'est la relation entre le sel, la mer, des choses plus complètes que juste c'est sucré ou juste c'est sec. Équilibre entre alcool. Ouais. C'est-à-dire qu'il existe de manière culturelle une capacité d'appréciation d'un équilibre mixte entre certaines choses, qui chez nous est un petit peu dégagé parce qu'on a un petit peu aussi renoncé, mais c'est étonnant quand même qu'on ait renoncé à un certain nombre d'aliments fermentés qui apportaient ce genre de notes, alors que je veux dire en Alsace, le premier mec qui dit c'est quoi l'Alsace, c'est la choucroute. c'est le pur truc fermenté, salé, amer, acide, en même temps quoi. Mais ce truc-là, on l'évacue. Et notre évolution du goût, du coup, elle s'inspire peut-être un petit peu aussi de l'Asie sur pas mal de points, mais sur les vins aussi peut-être du coup. Cette recherche un peu d'amertume, l'umami, je sais plus comment on appelle ça. L'umami, l'umami, c'est déjà largement dépassé en termes d'analyse, quoi. Le coco du vin, ça c'est vraiment
À l'actuel, on travaille, nous on travaille là-dessus, en tout cas chez Maison Lissner. Mais c'est tout, quoi. C'est tout. C'est un tout entre l'amertume, entre le sel et la notion de texture qui peut relier les deux, le sucre, l'alcool. C'est tellement multifactoriel, c'est tellement personnel, et derrière, chacun va trouver un affect qui correspond à son éducation, à ce qu'il a mangé dans sa vie, et les personnes justement qui lui ont fait manger ça et qui l'appréciaient, etc. C'est fou, mais plus on est complet sur un vin, plus on va être juste pour tel ou tel type de personne. Après, il faut l'accepter. Il y a des personnes qui vont pas aimer ci, qui vont pas aimer ça. Du coup, la moitié de macération, c'est pour trouver justement l'équilibre. C'est justement l'équilibre. Avec une macération entière sur un muscat, on va clairement être très très fruit au nez. Mais par contre, en bouche, on aura des amertumes. Mais c'est presque de l'astringence. C'est vraiment là, on est déjà 50%. Je trouve que c'est presque limite. Et du coup, à voir l'évolution. Mais je pense que la prochaine, ce sera plus que 40. Je me permets de poser une question technique. Ouais. Est-ce que c'est une macération en grappe entière? Est-ce que c'est une macération égrappée? C'est une grappe entière. C'est une grappe entière à 50%. Oui, c'est ça. Là-dessus. Ouais. Mais c'est intéressant. Ça aussi, c'est intéressant, d'expliquer aux gens ce que c'est la différence entre une macération en grappe entière et une macération égrappée. C'est-à-dire que si tu veux aller chercher, pour moi, une macération en grappe entière, il faut que tu aies une maturité phénolique complète, c'est-à-dire peau, pépins et rafle. Et les gens se rendent pas forcément compte, ils disent macération, mais ils savent pas forcément à quoi ça correspond. Mais quand tu fais macérer les baies avec la rafle, c'est une étape pour moi supérieure dans la réflexion sur la maturité. Oui, c'est vrai que c'est pas tout le monde qui fait ça. Est-ce que égrappé, justement, tu tires moins d'amer, moins de choses comme ça? Tu tires pas les mêmes. Ouais. Je sais pas comment tu le vis. Moi, j'y vais avec parcimonie. C'est donc je rentre la vendange, donc je fais un genre de gâteau où la première strate, finalement, je l'écrase au pied. Et ensuite, je mets du raisin frais, puis je réécrase juste le dessus et je remets du raisin frais, etc., jusqu'à arriver quand on a un petit millefeuille que je vais couvrir. Donc ça va partir en fermentation une dizaine de jours. Et là, vraiment, on extrait gentiment, tranquillement, sans avoir brutalisé le raisin ou quoi. Donc, et ces 50% là, donc déjà avec donc la grappe entière, la rafle, ça fait déjà de beaux amers. Et effectivement, comme Théo disait, si à la vendange la rafle n'est pas mûre, limite il vaudrait mieux égrapper si on n'a pas atteint la maturité, ou si conditions de vendange il fallait rentrer à ce moment-là, vaut mieux égrapper. Que là, pour l'instant, j'ai de la chance, c'est 3 millésimes, 3 fois non égrappé. Exactement. On croise les doigts. En tout cas, c'est un vin qui... moi, je le propose à des gens qui ne sont pas forcément habitués aux natures, parce que je suis dans un petit village, et c'est un vin qui plaît, grâce à la période des asperges, j'ai pu en vendre quelques-uns, et j'ai des retours qui sont vachement positifs, alors qu'il y a quand même une amertume qui est bien présente, et le côté macération, on l'a quand même, quoi. Je pense que c'est une bonne porte ouverte aussi. Comment amener les gens des villages, parce que moi j'ai l'impression, et je travaille à Mittelhausbergen, je viens de Surbourg, etc. Les vins nature, biodynamie, bio, c'est un truc, limite à une pancarte, et que non. Enfin, dernièrement, j'ai écouté une interview de Louis Crour où il disait, mais en fait, les gens qui faire du vin normal, c'est nous, parce que nous, on essaye de faire du bon, et en fait, on est considéré. C'est ça qui est beau. C'est quand il y a un mec qui dit les vins normaux, c'est nous. c'est ça qui est beau. Les vins normaux, c'est nous. C'est ça, c'est au top. C'est ça. Non, mais en fait, non. Mais non, mais il faut rendre aux gens leur fierté. Il faut rendre aux gens leur fierté, et une fierté vraie. Voilà, qui est probablement plus simple et moins sexy qu'un truc qui serait alambiqué, construit ici. La fierté, elle est super simple. Elle vient d'ici, elle vient de chez toi, elle vient d'ici, elle vient de là, et c'est beau et c'est simple en même temps. C'est juste la terre d'ici qui a, avec
40 ans, 50 ans de la vie d'une plante qui s'appelle la vigne, qui est une plante séculaire, millénaire, donner ça, point. C'est juste ce tout petit truc là à saisir, qui est à la fois tout fin, tout beau, hyper profond. Si tu arrives à emmener les gens là-dedans, c'est gagné. C'est chouette. En Alsace, plus qu'ailleurs, les gens ont besoin d'être rassurés. Et principalement sur eux-mêmes et sur ce qui vient de chez eux. Donc c'est à nous de leur apporter non pas du blabla, non pas du marketing, mais de la vérité, des trucs super locaux, super simples, des relations juste humaines. Voilà, point barre. Le reste, ça viendra tout seul. La réputation internationale, tout ça. Une fois qu'on a réussi entre nous à se parler, à dire des choses très simples à des gens du coin. Voilà, je fais du raisin, paf, avec ci, avec ça, je le fais comme ça, qu'on aura établi une relation de confiance et qu'on sera, voilà, entre nous aussi fort et qu'on aura gagné cette inertie de groupe, d'être rassuré en fait. On a le droit d'être alsacien, que c'est bien, que c'est pas grave, que c'est pas grave. Non mais t'as l'impression que c'est grave. Ouais. C'est vrai. C'est schnetzschlim. Les gens, voilà, c'est schnetzschlim. C'est schnetzschlim. T'as le droit d'être alsacien, c'est pas grave. Bien sûr. Et t'as même le droit d'être français et alsacien en même temps. Et européen. C'est ça qui est fou. Et non mais c'est fou. Et citoyen du monde, c'est magnifique. C'est beau là. C'est ça. Et je pense que t'es d'accord avec moi sur ce point. Et toi, une fois qu'on aura que les gens seront rassurés là-dessus, ils ont le droit d'être alsaciens, ils ont le droit d'être français en même temps, ils ont le droit d'être européens et ils ont le droit de faire du bien, ils ont le droit d'être fiers. Parce que c'est pas grave. Moi, je me rappelle un jour, il y a une cliente qui est venue en disant « Ah mon Dieu, il y a un client qui a acheté un vin italien, vous imaginez les kilomètres qu'il a fait le vin. Et c'est très bien qu'il aille. Mais moi, j'ai envie de boire des vins australiens, des vins... J'ai envie. Alors, pas si loin que ça, l'Italie. Non. Moi, je veux bien manger bio. Ma dernière folie financière en termes de vin, je le dis tout de suite, avec Denis et Berger, on a bu un Gravener. On a dépensé un certain nombre d'euros. À Strasbourg, la dernière fois avant le confinement, j'ai pu boire une belle bouteille. On a bu un vin italien et c'était super. C'était très bien, quoi. Mais c'est vrai qu'on n'a pas choisi un vin français. Bah non, mais c'est pas grave. Les Italiens font de bons vins. C'est pas grave, ça reste du luxe. Et puis, faut boire plein de choses. Et j'avais une dernière question pour toi, parce que tu disais que t'étais assez vert, green, machin. C'est quoi ta conception? Alors, tu manges bio, t'es pas militant? Non, je suis pas un militant, je le vis pour moi, de mon côté. Je fais mes achats avec ma conscience et puis mais je revendique pas du tout le côté vert, green, machin et tout, même si je l'ai évoqué 2-3 fois, mais c'est pas, je parle plus d'une génération, d'une mouvance et d'un truc. Après, c'est chacun, on va dire chacun et soi et son âme et son. Mais j'ai un papa boucher, et tu vois, ça m'empêche pas de manger de la viande et de trucs. Enfin, je suis pas du tout dans le truc. Moi, c'est des copains, de la bonne chair. Je suis plutôt bon vivant. Voilà. Ça se voit. En fait, merci. Non, mais ça se voit. C'est la façon dont tu l'as dit. Non, c'est plutôt. Alors, bien vivre, bien manger, et le plus local possible, le plus truc, mais sans enfin, dire, je suis pas. Je revendique rien de spécial en dehors de bien vivre. Moi, je pense qu'il faut être bienveillant. Voilà, bon vivant. Alors, quand je dis ça se voit dans tes yeux que t'aimes les bonnes choses. Hein. Après, mon Dieu, c'est mes francs. Oh non, mais non. Non, mais c'est vrai que on est quand même dans une région, mais malheureusement, on a des plats riches. Très riche. C'est très bien. Et heureusement. On est une région qui connaît l'hiver. Et que, voilà, c'est ça. Il faut relier ça à l'hiver, c'est principalement de la faute de l'hiver. Sauf qu'il y a moins d'hiver. Comme on dit. C'est le faute de l'hiver. On a les hivers froids. C'est ce que c'est le Winterpels. Le ventre de l'hiver, continue à manger pareil. C'est le poil d'hiver. Ah, d'accord. Comme les animaux développent le poil d'hiver, c'est le Winterpels. Nous, c'est le Winterspock. Notre nouvelle séquence a été lancée avec Théo. Par contre, là, je crois qu'on change un peu d'univers. Là, on change clairement d'univers, ouais. Quand j'ai posé la question, j'ai eu rapidement la réponse de Théo et évidemment, j'ai souri. Et puis est venu notre ami Jean. Regarde ma terre en pleurs. Mais les choses ici prennent une telle ampleur. Les fils partent avant les pères, y a trop de mères en sueur. Quand les fusils de la bêtise chantent le même air en chœur. Le mangeur d'âme à chaque repas s'abreuve de nos rancœurs. Je l'entends toutes les nuits,
l'as des fantômes qui la hantent, l'as de leurs complaintes tellement que des fois elle en tremble. Par le sang de la haine constamment ensemencé ou pas cadencé. Quand ce dernier chasse le vent hors des plaines, rien n'a changé depuis où je vis. Juif, catholique, musulman, noir. Eh ben, je pense que tu as choisi la meilleure partie de la chanson, justement. Alors, c'est en plus l'histoire du bourgeon qui renaît, etc. Ça reste une chanson. Ayam, Akhenaton, pour les enfants des années 90. Voilà, on va dire que c'est la musique. C'est l'apogée du rap français. Voilà. Certains diraient que c'était le vrai rap. C'était la musique que j'écoutais étant plus jeune. Chaque génération a sa musique, hein, mais clairement, moi, c'est une musique qui m'a toujours touché, parlé, notamment celle-là, qui me prend vraiment aux tripes et qui dresse un constat assez pessimiste de l'époque et qui reste, on va dire, un peu d'actualité, mais en même temps avec un message assez fort et même si à l'époque je comprenais pas tout, je sais pas, ça m'a toujours pris aux tripes cette histoire. Donc voilà, c'était. Tu m'as posé la question. C'est la première. Et voilà, et clairement ça traverse les générations. Oui, bien sûr. Et elle est malheureusement encore toujours d'actualité. Les paroles sont tellement vraies. Et encore, Donc, comment as-tu vécu ton expérience ? Ah bah c'était cool, on est entre copains, on a ouvert 2-3 quilles, on a goûté, on a discuté de choses intéressantes, et puis voilà. C'est le problème, c'est d'enregistrer plusieurs épisodes. C'est le genre d'exercice que je renouvelle volontiers. Ah bah non, on est prêt à renouveler. On a même réussi à éviter suivi. Voilà, en plus. Il y a une petite pique, mais on y est. En tout cas... la conclusion, je te la laisse. Conclusion. C'est le moment de dire ce que tu as envie de dire. Écoutez, buvez du vin, buvez bien, buvez alsacien. N'oubliez pas de partager et de liker cet épisode. Nous serons diffusés sur Spotify, Deezer, SoundCloud, YouTube. Si vous avez iTunes, mettez 5 étoiles et un commentaire. Enfin, le vin reste de l'alcool. Buvez modérément, partagez ce breuvage entre vous, mais surtout, ne mettez pas votre vie en danger.